Ça sera divisé en 2 parties également, une partie de deux interventions suivie d'une petite pause, voilà, pour un petit peu respirer, pour reprendre avec les 2 dernières, avec 4 thématiques, différentes, comme, déjà dans la matinée. Chacune, va cibler un thème, particulier et la première intervention sera de, Aude Milkovich. Aude qui est docteur en droit, qui est maître de conférence également en droit et spécialisée en droit de la famille et bioéthique. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont 2 qui m'ont marqué d'ailleurs quand je faisais mes recherches, c'est PMA, un enjeu de société, et PMA GPA, quel respect pour les droits de l'enfant. Aude va aujourd'hui nous parler d'un thème assez intéressant, c'est la place de la femme, du corps de la femme particulièrement dans la procréatique. Surtout, elle va essayer de répondre à cette question qui est cruciale aujourd'hui. Je pense que c'est le consentement informé et éclairé, parce que vous allez nous donner quand même quelques éléments de ces pratiques de la procréatique qui touchent à la femme, à son corps, à sa dignité, afin que toute femme qui veut y recourir puisse avoir quand même les informations nécessaires pour qu'elles aient un vrai consentement sur ces actes. Aude, un grand merci de votre présence. Je suis très heureux. Ce n'est pas, je pense, la première fois qu'on collabore ensemble. Et si vous voulez même commencer un petit peu avant, ou vous voulez, on peut attendre quelques minutes pour ceux qui nous rejoignent. Il y a toutes les possibilités. Juste, je rappelle pour ceux qui sont là, vous avez toujours la possibilité de poser des questions dans la case qui se trouve en bas, Q et R. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Je les reprends à la fin de chaque intervention pour les reposer aux intervenantes. Et je rappelle que, en gros, cette journée sera enregistrée. Elle sera disponible plus tard sur le site de la chaire UNESCO et sur mon site personnel. Et ceux qui souhaitent aussi avoir le lien, n'hésitez pas à nous faire signe. Et je vous laisserai à la fin une adresse mail, même peut-être que vous avez trouvé sur le livret que vous avez téléchargé de la page. Aude, si vous voulez, je peux vous laisser la parole quand vous le souhaitez. Bah, écoutez, moi, ça me convient maintenant si si vous me donnez la parole. Ben, allez-y déjà, donc on peut commencer. Très bien. Eh bien, écoutez, alors je voudrais commencer par remercier la chaire de bioéthique de l'UNESCO et vous-même, chers collègues, pour l'organisation de cette journée et votre invitation. Je suis très honorée et heureuse d'y participer. Donc, le sujet qui est le mien s'intitule Corps de la femme et technologie reproductive. Donc, de quoi est-ce que nous parlons? Eh bien, les technologies reproductives sont les techniques utilisées dans le cadre de ce que l'on appelle l'assistance médicale à la procréation, l'AMP, qui est plus connu du grand public sous le sigle de PMA, procréation médicalement assistée, mais enfin, il s'agit de la même chose. Donc, ces techniques organisent la conception d'un enfant en dehors du processus naturel, c'est-à-dire concrètement en dehors de l'union sexuelle de l'homme et de la femme. Il s'agit essentiellement des procédés suivants. L'insémination artificielle d'une femme par les gamètes d'un homme, qui peut être son conjoint, son concubin ou un donneur. La fécondation in vitro avec transfert d'embryon, dite FIVET ou en raccourci FIV, qui, comme son nom l'indique, eh bien, organise la rencontre des gamètes spermatozoïdes et ovocytes en dehors du corps féminin en laboratoire. Les gamètes proviennent du couple concerné ou alors de donneurs dans la branche paternelle, maternelle ou les deux. Les embryons ainsi obtenus sont ensuite transférés dans l'utérus de la femme en vue de leur naissance. Il faut encore citer dans ces techniques la conservation des gamètes et des embryons dans le cadre des PMA, et enfin ce qu'on appelle l'autoconservation des gamètes, qui consiste dans le prélèvement des ovocytes ou le recueil du sperme conservé en vue de la future réalisation d'une PMA. Alors, cette autoconservation des gamètes peut être réalisée dans un but thérapeutique pour anticiper une possible ou prévisible perte de fertilité due par exemple à un traitement. Et cette autoconservation peut également être dite de convenance, c'est-à-dire réalisée en dehors de toute perspective de problème de fertilité
mais en vue de peut-être réaliser plus tard une PMA. Avant de nous concentrer sur ce qui est proprement notre sujet, donc le corps de la femme, je voudrais proposer très brièvement une analyse du contexte, c'est-à-dire de ces techniques dans leur globalité. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur une sorte de bilan succinct proposé par le Conseil d'État, donc la juridiction suprême des juridictions administratives en France, dans son rapport rendu en 2018 en prévision de la révision de la loi de bioéthique qui a abouti ensuite à la loi de 2021. Alors voyons ce que dit le Conseil d'État. Je cite, en permettant de s'affranchir du cadre naturel de la conception, ces techniques ont d'emblée soulevé d'épineuses questions éthiques. En dissociant sexualité et procréation, et en faisant de l'enfant le produit de technologies scientifiques, n'ouvrait-on pas la voie à une revendication de procréation? Donc, je trouve que la question est particulièrement bien posée et exprime de quelle manière cette dissociation de la sexualité et de la procréation n'a rien d'anodin dès lors qu'elle fait de l'enfant, entre guillemets, le produit de technologies scientifiques. En effet, l'union charnelle des personnes est remplacée par la technique, un geste technique. L'introduction du sperme dans les voies vaginales de la femme par pipette ou alors la rencontre par pipette interposée des gamètes sur une paillasse de laboratoire. Donc l'enfant est ainsi le résultat d'un geste technique et la technologie reproductive fait passer de la procréation à une forme de production de l'humain, à la fabrication de l'homme. Et d'ailleurs, le terme anglo-saxon ART, Assisted Reproductive Technology, est bien plus adapté à la réalité, la reproduction technologique. Donc les conséquences de cette dissociation entre sexualité et procréation, elles sont multiples. Le Conseil d'État interroge, n'ouvrait-on pas la voie à une revendication de procréation? Il continue, comment circonscrire dans ces conditions le désir que l'enfant soit, sinon parfait, du moins le moins imparfait possible? Comment appréhender, du point de vue de l'établissement de la filiation et de l'accès aux origines, l'intrusion d'un tiers à travers un don de gamètes dans la relation entre l'enfant et le couple ayant recours à ces techniques? Donc, fin de la citation. Ce rapide bilan des questionnements suscités par la PMA est, franchement, je trouve plutôt bien fait. Il est rare que la question de fond, donc cette dissociation entre sexualité et procréation, soit ainsi identifiée comme étant la racine, l'origine de tout le reste. Donc en vrac, tel qu'il ressort de ce petit bilan, la production de l'enfant, la revendication ensuite sans limite de l'accès à la PMA par des publics de plus en plus larges, le risque de l'eugénisme, la dissociation opérée dans la filiation par le recours à des donneurs. Alors il manque sans doute quelques aspects, notamment la question des embryons dits surnuméraires, c'est-à-dire les embryons en surnombre qui sont conservés, congelés, mais surtout ce qui me frappe dans ce petit bilan, alors que pourtant, je dis qu'il est vraiment très bien fait, c'est l'absence totale de prise en considération de l'impact de ces technologies sur le corps des intéressés et en premier lieu de la femme qui est la principale concernée. Dans le rapport du Conseil d'État, pas un mot sur les contraintes qui résultent pour les femmes de la technicisation de la procréation. À peine un peu plus loin est-il suggéré au moment d'envisager l'accès à l'AMP pour les femmes seules et les couples de femmes, qui sera d'ailleurs voté dans le cadre de ce processus législatif. Donc, à peine est-il suggéré, je cite, en toutes circonstances devrait être retenue la technique la plus légère possible, c'est-à-dire l'insémination artificielle avec donneur, si elle est possible, le recours à la fécondation in vitro devant être médicalement justifié par l'impossibilité de concevoir à l'aide d'une technique moins invasive. Donc cette absence, ou en tout cas cette très relative prise en considération de l'impact sur les corps des femmes est révélatrice du climat sociétal, de l'état du débat en France ou ailleurs. Parce que je pense que c'est exactement la même chose ailleurs. Alors certes, des faits dramatiques font régulièrement la une des journaux qui illustrent l'exploitation du corps féminin par l'industrie de la procréation. Je pense à
à l'histoire de Lily, une jeune femme kenyane qui finance ses études, lui rapportant l'équivalent de 230 à 350 euros, et qui, à 23 ans, en est déjà à son 9e cycle de prélèvement d'ovocytes. Ou alors à cette américaine interrogée dans le cadre d'une étude sur le don de gamètes, qui, en 3 ans et demi, avait subi 17 ponctions d'ovocytes. Bon, il y a quelques jours seulement, hein, vous avez vu comme moi, nous avons découvert le scandale de, entre guillemets, donneuses d'ovocytes traitées comme du bétail en Géorgie. Hein, il s'agit de plus d'une centaine de femmes thaïlandaises qui ont été recrutées sur les réseaux sociaux pour être mères porteuses en Géorgie. Et puis, une fois arrivées, on leur a confisqué leur passeport. Et les femmes ont été nourries aux hormones et traitées comme du bétail, pour reprendre le titre de l'article, et contraintes à se faire prélever leurs ovocytes tous les mois. Bon, ces faits dramatiques sont une alerte, hein, et une motivation pour réfléchir et agir. Ils manifestent de façon exemplaire, si besoin était, l'intérêt de journées comme celle-ci et justement de la réflexion que j'essaie de mener avec vous maintenant. Et d'ailleurs, ce sont des faits de ce type qui ont conduit la rapporteure spéciale pour l'ONU sur les violences faites aux femmes et aux filles, Rim Al-Salem, à annoncer qu'elle consacrerait son rapport annuel 2025 pour le Conseil des droits de l'homme à ce thème précisément de la gestation pour autrui. Cependant, mon propos ne se veut pas avant tout une dénonciation de ces extrémités. Mon but est plutôt d'envisager les conséquences sur le corps des femmes des technologies reproductives ordinaires, habituelles. Il ne faut pas penser que la violence qui s'exerce sur le corps des femmes, du fait du développement des technologies reproductives, ne concerne que ces systèmes mafieux de traite des êtres humains. C'est la PMA ordinaire, c'est donc la procréation médicalement assistée ordinaire, la gestation pour autrui, entre guillemets, idéale qui m'intéresse et qu'il convient d'analyser au prisme de leur impact sur le corps des femmes. Et je me propose ensuite d'analyser ces contraintes au regard des principes éthiques et juridiques qui concernent le corps humain, afin de nourrir la réflexion de tous et de suggérer peut-être aux législateurs du monde une meilleure prise en considération des enjeux. Alors d'abord, essayons de faire un petit peu le tour des contraintes pesant sur le corps des femmes. Bon, tout acte médical suppose des risques et la qualité des soins consiste à envisager ces risques, à peser ces risques au regard du bénéfice escompté pour le patient. Alors, d'emblée, la particularité des technologies reproductives est de concerner des femmes a priori en bonne santé qui vont subir des traitements qui n'ont rien d'anodin, non dans un but thérapeutique, non pas pour soigner quoi que ce soit, mais pour réaliser un désir d'enfant, que ce soit le leur ou celui d'autrui. Alors, il y a d'abord je passerai les techniques en revue, l'insémination artificielle qui suppose, pour favoriser les chances de conception, un protocole de stimulation ovarienne dans le but de contrôler de contrôler l'ovulation. Alors, certes, cela suppose un traitement hormonal chez la femme, mais il s'agit d'une stimulation simple qui n'emporte pas de risque significatif, surtout au regard de ce qui va suivre. Donc, le traitement de stimulation peut d'ailleurs être mis en œuvre dans l'optique d'une conception naturelle afin d'optimiser les conditions de l'ovulation et le moment idéal pour un rapport intime. Donc, il y a plus à dire, et c'est ce que je vais faire à propos du prélèvement des ovocytes. Le prélèvement des ovocytes, il peut être réalisé dans différents contextes, soit dans le cadre d'une FIV, d'une fécondation in vitro réalisée au profit de la femme concernée, soit les ovocytes sont prélevés pour procéder à une autoconservation des ovocytes, pour peut-être un jour réaliser une PMA, ou encore en vue d'un don d'ovocytes, c'est-à-dire pour réaliser une fécondation d'autrui au profit d'autrui, donc dans le cadre d'une procréation médicalement assistée avec don d'ovocytes, ou d'une gestation pour autrui avec don d'ovocytes. Et enfin, ce prélèvement d'ovocytes peut être réalisé au sein d'un couple de femmes, pour que l'ovocyte prélevé soit ensuite fécondé par le sperme d'un donneur et que l'embryon ainsi obtenu soit ensuite implanté chez l'autre femme du couple. C'est ce qu'on appelle la technique de la ROPA.
Alors, dans le débat social en France, mais c'est sans doute pareil ailleurs, la ponction d'ovocytes, le prélèvement d'ovocytes, en fait, est un variable d'ajustement politique. Tantôt les risques et les contraintes sont mis en avant, par exemple pour justifier l'habitude qu'on a prise de prélever de nombreux ovocytes d'un seul coup, de les féconder et de ensuite congeler des embryons en surnombre pour s'en servir si la première tentative d'implantation ne marchait pas. Et donc éviter ainsi les contraintes à répétition du prélèvement d'ovocytes pour les femmes. Tantôt, les contraintes sont tout à fait relativisées, par exemple pour justifier l'autoconservation ovocytaire, donc qui suppose un prélèvement d'ovocytes pour peut-être un jour réaliser une PMA. Et à ce moment-là, alors, le processus est tout à fait relativisé. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Bon, ce processus médical de prélèvement des ovocytes est long et il commence par une stimulation ovarienne pour obtenir un nombre suffisant de follicules au niveau des ovaires. Les ovocytes sont ensuite prélevés au cours d'un acte chirurgical qui s'appelle la ponction ovocytaire. Et puis ensuite, ils seront mis en fécondation en laboratoire pour obtenir des embryons. Donc chacune des étapes, la stimulation ovarienne et la ponction, comportent des risques médicaux pour la femme. Les conséquences à long terme sur la fertilité, sur le développement de cancers, sur les conséquences psychologiques sont peu documentées. On trouve de très nombreux témoignages, mais ils ne sont pas répertoriés dans le cadre de recherches à caractère scientifique. En revanche, les risques immédiats pour la femme, eux, sont connus. Syndrome d'hyperstimulation ovarienne, la perte de la fertilité, la torsion ovarienne, l'accident vasculaire cérébral, les maladies rénales, la ménopause prématurée, les kystes ovariens et dans certains cas rares, le décès. Bon, ces risques ne sont pas seulement théoriques, hein, ils se produisent. Et par exemple, l'année dernière, en France, une histoire a un petit peu défrayé la chronique. Suite à une ponction ovarienne, une jeune femme a été amputée des jambes et de 6 phalanges et elle est passée à 2 doigts de la mort, en raison d'une complication à la suite de la ponction. Une fois que les ovocytes sont prélevés et qu'on a obtenu un embryon issu de ces ovocytes, eh bien, cet embryon va être implanté dans le corps de la femme en vue de sa naissance. Alors, l'implantation donc de l'embryon dans le corps de la femme sollicite à nouveau le corps de la femme, pour des raisons diverses. Mais pour le comprendre, il faut d'abord rappeler que l'embryon contient de l'information génétique étrangère et que le corps de la femme l'identifie comme un élément étranger. Dans le cas d'une grossesse naturelle, l'embryon est porteur pour moitié du matériel génétique du père. Et pour éviter le rejet, eh bien, un système d'échange entre la mère et l'enfant se met en place. La femme et l'enfant, comme l'explique le docteur Jean-Jacques Michel Lacroix que je cite ici, la femme et l'enfant développent des liens extrêmement intimes qui vont modifier la physiologie de l'un comme de l'autre, à tel point que le bébé à naître ne sera pas exactement la même que celui qu'il aurait été s'il s'était développé dans un autre utérus, et la mère qui a assuré le développement de l'embryon ne sera plus exactement là, tout à fait la même qu'avant. Une chercheuse, Nathalie Lambert, qui est directrice de recherche à l'INSERM et qui travaille sur les cellules microchimériques, justement, qui se développent à cette occasion, explique qu'il résulte de ces échanges un microchimérisme qui va persister sur le long terme. C'est-à-dire qu'on parle de microchimérisme parce que chacun, la mère et l'enfant, conservent des cellules de l'autre. Et c'est pourquoi nous sommes tous, comme elle dit, en partie des chimères, dès lors que nous possédons des cellules dont le matériel génétique n'est pas le nôtre. Alors, lorsqu'il y a une fécondation in vitro et que l'embryon est implanté dans le corps de la femme, même lorsque la femme se voit implanter un embryon issu de son propre ovule, il y a des possibilités de rejet de l'embryon pour des raisons diverses, mais à commencer par le passage in vitro de l'embryon qui ensuite va le faire identifier par le corps de la femme comme un étranger. Mais c'est surtout, bien sûr, lorsque la femme reçoit un embryon issu de l'ovocyte d'une autre femme, que cette fois-ci, l'embryon lui est totalement étranger. Parce que là, ce n'est pas la moitié du matériel génétique qui est étranger, c'est la totalité. Et pour éviter un rejet de l'embryon par la femme, eh bien, des traitements immunosuppresseurs vont être utilisés.
Ces traitements sont utilisés aujourd'hui d'une manière qui est quasi expérimentale et les recherches sur le sujet ont conclu que actuellement, presque, je cite là une étude, hein, presque toutes les thérapies immunosuppressives et immunomodulatrices ont peu de preuves de leur sécurité et de leur efficacité pour les enfants et pour les mères. Alors, quelles que soient les raisons, que ce soit en raison de ces médicaments ou pour d'autres raisons liées au processus dans son ensemble, etc., il apparaît que l'utilisation d'un ovocyte étranger au corps de la mère augmente significativement pour la femme les risques de complications obstétricales. Alors, on a des risques accrus par rapport à des grossesses naturelles ou même des grossesses par FIV avec un embryon issu des ovocytes de la mère, risque accru d'hypertension gestationnelle, de dysfonctionnement placentaire, des risques de prééclampsie, pour dire pour dire les choses de façon un petit peu générale, le risque de morbidité maternelle sévère est de 8%. Alors, ça, c'est une étude de 2024, pardon, je devrais le préciser, qui porte plus particulièrement sur des mères porteuses ayant reçu des ovocytes, enfin des embryons issus d'ovocytes étrangers. Le risque de morbidité maternelle sévère est de 8% en cas de GPA, contre 4% pour une FIV et 2% pour une conception naturelle. Donc, on multiplie par 2 par rapport à une FIV et par 4 par rapport à une conception naturelle. Plus précisément, donc, on relève des taux élevés d'hémorragie postpartum et des troubles d'hypertension. Donc, ces chiffres de 2024 confirment de nombreuses études qui ont déjà été réalisées par le passé. Et à cela, on peut ajouter notamment pour les mères porteuses des risques, notamment la chercheuse Jennifer Lal a identifié que les mères porteuses souffrent davantage de dépression postpartum, ce qui se conçoit assez aisément puisqu'elles remettent l'enfant qu'elles ont porté à ses commanditaires. Donc ces contraintes, moi je ne suis pas médecin, hein, je suis juriste, donc je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais enfin nous avons les statistiques, hein, des données qui nous éclairent, et ces contraintes et risques pour le corps des femmes des technologies reproductives, ces contraintes et risques sont aujourd'hui connus et documentés. C'est pourquoi il est vraiment surprenant de constater la légèreté, voire même l'indifférence avec laquelle ils sont acceptés, voire même complètement relativisés quand ce n'est pas tout simplement ignoré. Par exemple, en France, l'Agence de la biomédecine, qui est l'agence d'État chargée de superviser toutes les activités d'assistance médicale à la procréation, eh bien, l'Agence de la biomédecine, dans son rapport annuel 2023 sur le dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation, indique que en 2023, la proportion d'effets indésirables a baissé, ce qui s'explique par le fait que l'Agence de la biomédecine a demandé au centre d'AMP de ne plus déclarer certains effets indésirables, notamment les syndromes d'hyperstimulation ovarienne. Et l'agence explique pourquoi est-ce qu'elle a fait cette demande. Parce qu'en effet, depuis un décret de 2016, le champ de l'AMP vigilance ne couvre plus les effets indésirables considérés comme attendus. Seuls les effets indésirables inattendus sont désormais à déclarer. Donc, on voit qu'il y a des effets indésirables qui sont maintenant attendus et qui sont considérés comme normaux et qui ne méritent pas d'être déclarés. Bon, il n'en est que plus urgent, hein, justement, d'essayer par ces quelques mots de contribuer à une réflexion, justement, sur l'impact des technologies reproductives sur le corps des femmes. Alors, le présent propos ne porte que sur cet aspect particulier, hein, les conséquences des technologies reproductives sur le corps des femmes. Donc, je ne parlerai que de cela. Mais en fait, comme ça a été esquissé en introduction, il y a bien d'autres aspects, hein, également à envisager. Et je ne développerai pas ici les aspects impliquant, certes, le corps des femmes, notamment les mères porteuses, et qui ne sont pas directement liés à la technologie. Je pense aux contraintes auxquelles sont soumises les mères porteuses en termes de contrôle permanent de leur alimentation, de leur vie sexuelle, des soins qu'elles ont le droit ou pas de recevoir. Certains contrats interdisent la prise d'un Doliprane sans autorisation. Bon, on connaît ces choses-là, mais
comme il faut faire des choix dans le temps qui m'est imparti, je me concentrerai sur la dimension vraiment proprement technologique. Le propos donc se concentrera sur les aspects technologiques et puisqu'il faut faire des choix sur la question du prélèvement ovocytaire. Certes, comme on l'a vu, hein, notamment le transfert d'un embryon issu d'un ovocyte étranger n'a rien d'anodin en termes de répercussions sur le corps d'une femme, mais la réflexion que va nous suggérer le prélèvement ovocytaire est largement de nature à éclairer toutes les autres dimensions, hein, d'éclairer dans toutes ces dimensions l'impact de la reproduction technologique sur le corps de la femme. Et pour que le propos soit plus clair, je préfère me concentrer sur une technique, le prélèvement ovocytaire. Alors, ainsi circonscrite au prélèvement des ovocytes, l'atteinte au corps de la femme, l'atteinte à l'intégrité physique que suppose ce prélèvement est la partie la plus visible. Mais ayons en tête qu'elle n'est pas la seule. Hein. L'implication de la femme dans son corps ne se réduit pas à sa dimension strictement physique, et les enjeux psychologiques, psychiques et même moraux ne peuvent être totalement dissociés de ce prélèvement corporel. Bon, pour plusieurs raisons, hein, mais tout d'abord, tout simplement en raison de l'unité du sujet, hein, dont le psychisme et le corporel ne peuvent être dissociés que jusqu'à un certain point, hein, tant ils sont liés et imbriqués dans l'unicité de la personne. Ensuite, et surtout pour ce qui concerne notre sujet, en raison de la spécificité de ces cellules que sont les gamètes, et ici les gamètes féminins, les ovocytes, qui ne sont pas de simples produits du corps, mais une cellule destinée à transmettre la vie. Donc le don ou la vente d'ovocytes a pour but de susciter des enfants liés biologiquement à la femme, issue d'elle. Donc l'utilisation que chacun fait de ces gamètes est de ce point de vue un acte humain, au sens un acte moral, et qui ne peut qu'engager l'intéressé, enfin qu'engager son auteur à l'égard des enfants issus de ces dons ou de cette vente. Alors, afin de donner un cadre de départ à notre réflexion, je prendrai comme point de départ le droit français, mais comme point de départ seulement, hein, afin que le propos puisse être entendu, étendu, entendu par tous et étendu à tous les systèmes juridiques. Donc, en droit français, comme pratiquement partout, hein, l'atteinte à l'intégrité physique, et en plus l'atteinte volontaire, puisque c'est le cas ici, est une infraction pénale, sauf dans les cas où l'atteinte à l'intégrité physique est autorisée par la loi. Et justement, en matière médicale, l'autorisation est donnée pour la France à l'article 16-3 du Code civil, au terme duquel, je cite, « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. » C'est tout ce qui relève du don d'organes, du don de tissus et cellules, l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement. Or, le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. Donc, il y a deux exigences pour que l'atteinte à l'intégrité physique n'envoie pas son auteur en prison, ne soit pas une infraction pénale et soit justifiée. Ces deux exigences sont 1, le consentement de l'intéressé et 2, la nécessité médicale. Alors, sur le consentement, je vais commencer par lui et on verra ensuite la finalité du prélèvement après. Quelle que soit la finalité du prélèvement, la question du consentement se pose pratiquement dans les mêmes termes, mais jusqu'à un certain point, on va le voir, parce que les risques médicaux auxquels le prélèvement d'ovocytes expose la femme sont toujours les mêmes, quel que soit ensuite ce qu'on va faire des ovocytes. Donc l'information médicale qui lui est due est la même et doit être une information complète sur les différentes étapes du processus de prélèvement, les contraintes qu'elle suppose et les risques auxquels la femme s'expose. C'est-à-dire que j'ai cité des études tout à l'heure, mais il y en a une multitude hein, qui permettent d'identifier les risques qui sont pris par les femmes qui se prêtent au prélèvement d'ovocytes. Et donc, il y a vraiment tous les outils pour que cette information ne soit pas seulement théorique, mais qu'elle soit très précise. En plus de ça, en plus de l'information qui porte strictement sur le processus médical de prélèvement, la finalité du prélèvement d'ovocytes, elle est toujours procréatrice. Le but, c'est toujours de donner naissance à des enfants.
qu'il y ait don d'ovocytes ou pas. Donc, une information complète de la femme suppose qu'elle soit informée également sur les conséquences pour les enfants issus de ces ovocytes qu'on va prélever sur elle. Et sur ce point, l'information semble quasi inexistante. D'ailleurs, les données sont rares et disséminées. Les études qui existent sont en général diligentées par les cliniques de la fertilité elles-mêmes en vue de vanter et d'améliorer leurs résultats. Et elles révèlent des risques accrus par rapport aux autres enfants, pour les enfants issus de fécondation in vitro d'une part, et pour les enfants issus de dons d'autre part, les deux modalités pouvant se combiner dans le cadre d'une fécondation in vitro avec don d'ovocytes. D'ailleurs, tous ces risques sont documentés et décrits dans un ouvrage qui s'appelle PMA, ce qu'on ne vous dit pas, d'Olivia Sarton, qui est sorti aux éditions Teki. La femme doit encore, si on veut une information complète, être informée de ce que suppose ensuite l'avenir de l'ovocyte. Une fois qu'il est prélevé, il a vocation à être fécondé pour devenir un embryon et être transféré ensuite, soit chez elle-même, soit chez autrui, en cas de don. Donc, la femme doit être informée sur ce que cela supposera sur elle, justement, en termes de réception de l'embryon ou pour la donneuse. Et lorsqu'il s'agit d'un don, l'information complète exige que la donneuse soit également informée du taux de réussite chez la donneuse, un élément qui peut quand même avoir son importance pour motiver ou non sa propre démarche. Donc, cette information, elle est cruciale parce que les femmes candidates au prélèvement d'ovocytes, toutes les femmes candidates, sont dans des situations de vulnérabilité. Alors, les femmes sollicitées pour fournir leurs ovocytes en vue d'un don ou d'une vente, selon les pays, sont en général sous pression. Elles sont incitées à donner, voire culpabilisées de ne pas le faire, parce qu'elles sont souvent sensibilisées au don par le désir d'enfant de personnes de leur entourage. Et c'est bien plus vrai encore lorsque le don est rémunéré. Donc un don rémunéré en bon français, ça s'appelle une vente. Donc en cas de vente d'ovocytes, les vendeuses sont attirées, voire contraintes, de vendre leurs ovocytes en raison de la pression financière. Les femmes qui acceptent d'être mères porteuses, elles sont toutes dans une situation économique inférieure à celle de leurs clients quand ce n'est pas une situation d'extrême misère. Mais même les femmes en désir d'enfant et qui se soumettent à une FIV dans leur propre intérêt, pour elles, pour avoir elles-mêmes un enfant, elles sont elles aussi très vulnérables parce qu'elles sont très demandeuses et prêtes à tout supporter en vue de réaliser ce désir très fort qui les porte. D'ailleurs, Jacques Testard, qui est un des pionniers de la PMA en France, explique que, de façon générale, les femmes comme les hommes, mais ce sont surtout les femmes qui sont concernées, eh bien, sont des patients très demandeurs et qui sont disposés à se soumettre à de lourdes contraintes et à tout supporter, à tout accepter pour réaliser leur désir d'enfant. Et en France, ceci d'autant plus facilement que les actes de PMA sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc il en résulte, selon lui, un sur-recours à la technique, c'est-à-dire qu'on fait des actes invasifs qui sont complètement inutiles, mais parce que les patients sont demandeurs. Ce qui pose la question de la qualité des soins. Et au passage, pour la France, ce qui pose la question du bon usage des ressources de l'assurance maladie. Mais c'est un autre sujet. Donc, j'ai entendu moi-même, à l'occasion de colloques pluridisciplinaires réunissant des juristes et des médecins, raconter sans le moindre problème qu'ils pratiquent ce qu'ils appellent des FIV compassionnelles. C'est-à-dire qu'ils ont affaire à des patientes pour lesquelles ils savent pertinemment que le processus de fécondation in vitro, donc qui suppose le prélèvement d'ovocytes et ensuite l'implantation des embryons, que ce processus n'a aucune chance d'aboutir, mais ils ont affaire à des patientes désespérées qui les supplient de tout tenter au minimum pour avoir au moins la satisfaction de n'avoir aucun regret et d'avoir tout essayé. Et donc, ils acceptent de prescrire des traitements en vue de FIV, donc qu'ils désignent comme compassionnels. Donc, la qualité des soins est largement en question lorsqu'il s'agit de soumettre ces femmes à ces traitements, alors que, en tant que médecins, ils sont conscients du fait qu'il n'y a aucun espoir de que cela débouche sur une grossesse. Alors, quant aux donneuses, l'information qu'elles reçoivent est quand même largement en cause. Rien que pour la France,
La loi a supprimé les conditions, les précautions qui étaient prises pour assurer que le donneur ou la donneuse puisse donner en connaissance de cause, à commencer par la condition que le donneur ait déjà procréé. Hein, comment est-ce qu'une personne qui n'a pas fait elle-même l'expérience de la procréation pourrait en connaissance de cause donner ses gamètes, et en l'occurrence ses ovocytes? Et puis pour ce qui est de l'information sur les données médicales liées au don, donc au prélèvement des ovocytes, elle est toujours insuffisante. Encore une fois, rien que pour la France, qui se pique quand même d'être un pays modèle en matière d'éthique biomédicale, il n'y a qu'à voir les campagnes de promotion du don de gamètes qui sont payées, financées, pensées par l'Agence de la biomédecine, donc un organisme d'État, qui diffuse des slogans racoleurs en 4 par 3 et sur le dos des bus, avec des slogans comme « Donnez le bonheur d'être parent »,« Donnez vos ovocytes et vous ferez des heureux »,« Hashtag faites des parents », etc. Sur la page d'accueil du site de l'ABM consacrée au nom d'ovocytes, il n'y a aucune donnée médicale, simplement de bonnes raisons sentimentales d'aller donner ses ovocytes. Le processus est décrit en 5 étapes minimalistes. On a simplement les mots, phase de stimulation des ovaires, phase de prélèvement des ovocytes. Les femmes sont invitées à prendre un rendez-vous et le questionnaire pour prendre rendez-vous est lui aussi minimaliste et ne comporte que des informations de type administratif. Alors, on imagine que, d'ailleurs c'est annoncé, le premier rendez-vous avec le centre de prélèvement a pour objet d'être informé et de donner son consentement. Mais en fait, l'information ne va être donnée que lorsque la femme est déjà engagée dans ce processus de don et elle s'est engagée dans ce processus sur des slogans de promesses de bonheur pour autrui, alors qu'aucune information médicale ne lui a encore été dispensée. Donc, on voit bien que l'information arrive trop tard. La femme est déjà engagée dans le processus. Dans d'autres pays où les ovocytes s'achètent, comme par exemple aux États-Unis, mais c'est aussi le cas ailleurs, on voit comment est-ce que les cliniques de fertilité font de la publicité pour recruter les étudiantes américaines ou autres, hein, des jeunes femmes en bonne santé, pour les recruter donc sur les campus universitaires, en faisant de la publicité dans des journaux, dans les journaux des établissements d'enseignement supérieur et sur Internet. Et les témoignages sont très nombreux hein, de femmes qui expliquent de quelle manière elles ont donné ou vendu leurs ovocytes sans avoir réalisé la portée de leurs gestes, que ce soit pour elles ou concernant l'enfant à venir. Alors, comme on le voit, déjà, le consentement, c'est tout un enjeu à lui tout seul, et il y a là une marge de progrès intéressante. Mais je voudrais maintenant euh, envisager avec vous le deuxième aspect, à savoir la finalité du consentement. Parce que le consentement du patient est vraiment quelque chose d'indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Hein. On sait bien que si vous allez chez un médecin et que vous le suppliez de vous couper un bras, vous aurez beau être consentant, le médecin qui accepte de procéder à cette amputation sans raison médicale va aller en prison pour atteinte volontaire à l'intégrité physique d'autrui. Donc le consentement, c'est quelque chose, mais ensuite, se pose la question de la finalité de l'acte. Alors, le prélèvement d'ovocytes, c'est une atteinte à l'intégrité physique. Donc, pour me resituer un petit peu dans le cadre du droit français, il devrait, en théorie, respecter l'article 16-3 du Code civil. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Alors, quand il s'agit d'un prélèvement d'ovocytes en vue dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, donc la femme prélevée est celle qui va ensuite se faire transférer l'embryon. Bon, en droit français, l'AMP est ouverte aux couples infertiles, aux couples fertiles, aux femmes célibataires qui sont éventuellement fertiles et aux couples de femmes qui ne souffrent pas particulièrement d'infertilité pathologique. Alors, lorsque la fécondation in vitro, et donc le prélèvement, est réalisé au sein d'un couple infertile. Certes, il ne vise pas à soigner l'infertilité, mais à la contourner. Bon, on peut quand même caractériser ici un concept de nécessité médicale, même si ça pourrait se discuter. Mais lorsque le prélèvement d'ovocytes et la fécondation in vitro qui suit est réalisé au profit de personnes qui ne souffrent pas d'infertilité pathologique, donc des couples fertiles, des femmes fertiles, la nécessité médicale semble là, cette fois-ci, tout à fait inexistante. Alors, comment est-ce qu'un acte aussi intrusif que le prélèvement d'ovocytes peut être pratiqué sur une femme alors que la nécessité médicale est discutable, voire même inexistante? Bon, pour le droit français, on peut l'expliquer par le fait que l'article 16-3, c'est un texte législatif
donc qui a une valeur législative, et cela n'empêche pas la loi elle-même de prévoir des exceptions à ses propres principes, par le biais de dispositions spéciales. En revanche, il faut des dispositions spéciales qui légitiment, qui donnent leur légitimité juridique à des actes, des atteintes à l'intégrité physique dénuées de finalité thérapeutique. C'est le cas de la chirurgie esthétique, la stérilisation contraceptive, l'interruption de grossesse, les recherches biomédicales sans bénéfice pour l'intéressé, et en ce qui nous concerne, la PMA. Donc oui, la PMA est autorisée par la loi. Mais le petit détour que j'ai fait par l'absence de finalité thérapeutique a pour but de relever le caractère dérogatoire du régime et le caractère dérogatoire à ce principe général de respect de l'intégrité du corps. Et ce caractère dérogatoire permet de nous situer justement dans ce contexte d'exception. Et pour dire les choses de façon un peu résumée, lorsque un acte médical invasif, donc une atteinte à l'intégrité physique, est réalisé sans perspective thérapeutique, eh bien, la balance bénéfice-risque n'est pas appréciée de la même manière. C'est-à-dire qu'une prise de risque qui sera tolérée lorsqu'une personne est malade, et que parfois sa vie est en danger et qu'on espère une guérison, cette prise de risque va être tolérée alors qu'elle sera absolument intolérable lorsque le même acte ne poursuit pas de finalité thérapeutique. Donc déjà, ce contexte d'exception peut nous alerter. Et peut nous alerter en termes de qualité des soins, qui est déjà en cause, même lorsque le prélèvement d'ovocytes est réalisé dans le cadre d'une PMA au profit de la femme intéressée, surtout après ce qu'on a dit, des FIV compassionnelles qui sont parfois pratiquées. Mais cette qualité des soins, elle est encore plus en cause dans le deuxième point que je voudrais envisager. Deuxième cas, c'est le prélèvement en vue de l'autoconservation des ovocytes. Alors, je parle de l'autoconservation des ovocytes, qu'elle soit à titre médical, donc lorsque la femme va subir un traitement qui risque d'entraver sa fertilité, ou bien plus encore lorsque l'autoconservation des ovocytes est réalisée en dehors de tout risque particulier d'infertilité. Donc cette possibilité est ouverte dans de nombreux pays, mais elle mérite d'être interrogée au regard de la qualité des soins pour de nombreuses raisons. J'en donnerai juste quelques-unes. Donc d'abord, les femmes concernées par cette autoconservation dite de convenance donc, ne présentent pas de risque particulier d'infertilité. Alors, est-ce que c'est compatible avec le principe de bienfaisance, qui est vraiment un principe universel en matière médicale, d'exposer une femme à ce traitement hormonal de stimulation et à l'acte chirurgical de ponction des ovocytes sans raison thérapeutique? Ceci est d'autant plus vrai que ce prélèvement d'ovocytes programme pour la suite un processus de fécondation in vitro complet. C'est le but, on ne prélève pas des ovocytes pour rien en faire. Le but, c'est qu'ensuite, on réalise une fécondation in vitro, enfin, qu'on réalise peut-être, et que ces embryons soient transférés dans le corps de la femme. Donc, on programme un petit peu d'entrée de jeu une femme à rentrer dans un processus de fécondation in vitro, alors même qu'elle ne présente aucune indication pour cela. Et qu'a priori, elle pourrait procréer naturellement. Et ce recueil des ovocytes et cette possibilité déjà préparée d'une PMA la met déjà sur les rails d'un processus technologique alors qu'elle-même n'en aurait pas besoin. Bon, ensuite, cette proposition d'autoconservation des gamètes et des ovocytes, en particulier, est présentée comme une opportunité offerte aux femmes de repousser un projet de procréation pour s'assurer une grossesse au moment venu, quand elles le décideront. Bon, cette promesse d'une grossesse postérieure, elle est largement imprudente, parce que le report de l'âge de la maternité réduit les chances de concevoir, y compris avec la technologie. Et puis par ailleurs, l'autoconservation des gamètes paraît offrir aux employeurs, ça a été dit, et à la société tout entière, en fait, un moyen de pression morale pour inciter les femmes à procréer quand on leur dira que c'est le moment pour elles de le faire. Bon, mais c'est surtout lorsque le prélèvement d'ovocytes intervient en vue d'un don que la légitimité de l'atteinte à l'intégrité physique de la donneuse ou de la vendeuse, selon les cas, interroge. En droit français, pour reprendre encore un petit peu comme point de départ un contexte juridique, on distingue entre le don
enfin, le don des éléments et produits du corps humain obéit à un double régime. Il y a le don d'organes d'une part et le don de tissus et de cellules d'autre part. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, le prélèvement d'organes sur un donneur vivant fait l'objet de conditions très strictes en raison de l'impact sur le donneur. Alors que le prélèvement de cellules et de tissus est plus souple parce que l'impact pour le donneur est moindre, en général. Il y a toujours des exceptions pour tel ou tel type de cellules, mais en général. Alors, les ovocytes au sens propre, ce sont des produits du corps humain, ce sont des cellules. Et d'ailleurs, une femme peut donner ses ovocytes sans que la privation des ovocytes en soi ne mette sa vie ni même sa santé en danger. D'ailleurs, une personne qui n'aurait pas de gamètes, en fait, pourrait très bien vivre et elle ne s'en rendrait même pas compte jusqu'au moment où elle se trouverait dans la capacité d'avoir des enfants. Alors certes, la femme a un stock définitif fixé une fois pour toutes d'ovocytes, mais enfin, elle peut se priver de quelques-uns de ses ovocytes sans dommage pour elle à cet égard. Le problème, c'est la contrainte que le prélèvement d'ovocytes suppose et qui, à mon sens, justifierait qu'on s'inspire plutôt du régime du don d'organes que de celui du don de gamètes, qui en plus en France est vraiment calqué sur celui d'origine, à savoir le don de sang, qui est un prélèvement qui est quand même très peu invasif. Alors, qu'est-ce que le régime du don d'organes apporterait comme garantie à la donneuse d'ovocytes? Eh bien, tout d'abord, dans la plupart des pays, le don d'organes ne peut pas être rémunéré. Et l'absence de rémunération, elle n'est pas là pour rien. Hein. L'interdiction de la rémunération, elle vise à protéger le donneur et surtout à protéger son consentement pour permettre d'exprimer un consentement libre qui ne soit pas forcé par le besoin d'argent ou l'appât du gain. Donc, réaliser que le prélèvement d'ovocytes, en fait, est tel qu'il s'assimile plutôt en termes de contraintes à un prélèvement d'organes, pourrait justifier de s'inspirer de ce régime. Parce que dans beaucoup de pays où le don d'ovocytes est rémunéré, donc où les ovocytes sont en réalité achetés et vendus, le don d'organes lui-même n'est jamais rémunéré. Hein, alors, on pourrait s'inspirer de cette interdiction. Ensuite, deuxième avantage, deuxième garantie pour le donneur, eh bien, c'est la finalité du prélèvement. Le don d'organes, le prélèvement d'organes sur un donneur vivant n'est possible que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un proche. C'est-à-dire qu'il faut un proche du donneur qui soit en attente de greffe et dont la santé, voire même la vie, dépendent de ce don. Alors, il ne s'agit pas de transposer au don de gamètes le fait de donner à un proche, hein, parce que vu que le but du don de gamètes est de concevoir un être humain, on imagine l'imbroglio familial et les conflits de loyauté qui résulteraient d'un don d'ovocytes fait à un proche. En revanche, cette exigence de la finalité thérapeutique directe pour le receveur, qui est seule à même de justifier un prélèvement d'organes sur un donneur vivant, elle donne à réfléchir en ce qui concerne le prélèvement d'ovocytes. Et justement, cette finalité thérapeutique, elle est impossible à caractériser en cas de don d'ovocytes. Hein, le don d'ovocytes ne soigne pas la stérilité de la receveuse. Dans certains cas, la receveuse n'est même pas stérile ni même infertile. Dans d'autres cas, les bénéficiaires, ce sont des hommes en couple ou célibataires qui ont besoin d'ovocytes pour pratiquer ensuite une GPA. Donc là, la finalité thérapeutique est totalement absente. Et puis, quand bien même on s'attacherait uniquement à la receveuse de l'embryon issu de l'ovocyte, il convient de rappeler le faible taux de réussite inférieur à 20%. C'est-à-dire que le don d'ovocytes conduit ainsi à soumettre la donneuse à une lourde contrainte, même pas pour elle, pour autrui, même pas dans un but thérapeutique, et pour une chance de succès quand même très limitée de 20%. Alors, la loi française, comme beaucoup d'autres législations, ne confère pas au don d'ovocytes d'autres finalités que la PMA projetée. Et elle autorise donc de soumettre la donneuse d'ovocytes à une contrainte lourde, sans exiger de finalité thérapeutique, ce qui mériterait d'être réfléchi. Alors, en conclusion, je pourrais dire que le régime du don d'ovocytes, en dépit de sa diversité partout dans le monde, est finalement largement dérogatoire au régime général qui gouverne habituellement les prélèvements sur une personne vivante et les principes applicables au corps humain.
largement dérogatoire, surtout compte tenu de l'atteinte à l'intégrité physique importante qu'il suppose pour la femme. Bon, conclusion de la conclusion, quel est le but de ce propos? Eh bien, il est tout simplement modestement de contribuer à susciter la réflexion, la prise de conscience, justement sur cet angle mort de la PMA, à savoir l'impact sur le corps des femmes des technologies reproductives. Et le but, c'est de provoquer une prise de conscience généralisée. En premier lieu, chez les femmes elles-mêmes qui se prêtent à ces technologies. Les femmes qui décident de recourir à la PMA, à la fécondation in vitro, pour elles-mêmes, ou alors pour les autres, en vue d'un don d'ovocytes ou en vue d'être mère porteuse, hein, afin que, eh bien, elles puissent être mieux protégées et au minimum pouvoir donner un consentement libre, ce qui suppose de repenser la rémunération et de revoir totalement l'information. Ma deuxième cible, ce sont les décideurs publics, afin que les législations tiennent mieux compte des enjeux décrits, hein, de l'impact sur le corps des femmes. Alors, à mon sens, le moyen le plus opportun de protéger vraiment les femmes serait d'interdire le don d'ovocytes. Et d'ailleurs, le don de gamètes est très discutable, mais pas pour les mêmes raisons, au regard de la méconnaissance des droits de l'enfant qu'il suppose, mais ça, ce serait l'objet d'un autre topo. Donc, interdire le don de gamètes ou le don d'ovocytes, et en tout cas, au minimum, interdire la vente d'ovocytes, parce que la gratuité, comme on l'a dit, a pour but numéro un d'assurer la liberté du consentement. Et puis, l'idée n'est pas de s'en tenir là, mais également de promouvoir les alternatives, de promouvoir d'autres voies, à commencer bien sûr par la recherche pour guérir l'infertilité, la promotion des méthodes naturelles de restauration de la fertilité, que beaucoup de femmes choisiraient si simplement elles connaissaient leur existence et si elles étaient plus accessibles, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre de PMA est pratiquement la seule offre qui est faite aux femmes en désir d'enfant. Et puis ma troisième cible, eh bien, ce sont les personnes en désir d'enfant qui sollicitent les autres femmes, qui sollicitent les femmes pour être mère porteuse ou pour donner leurs ovocytes. Parce que quoi que disent les lois, chacun a toujours le choix. On est toujours responsable de ses propres décisions. Et ce n'est pas parce que la loi permet ici de recourir à une mère porteuse ou permet là de demander un don d'ovocytes que quiconque est obligé de le faire. Et je pense que si les gens étaient mieux informés de l'impact pour les femmes qu'ils sollicitent de leur choix, eh bien peut-être certains réfléchiraient. Vous voyez, récemment en France, le ministère de l'Intérieur a lancé une vaste campagne de lutte contre la drogue, contre les stupéfiants, qui s'adresse aux consommateurs, hein, afin de leur faire prendre conscience de leur responsabilité dans le trafic des stupéfiants, de la responsabilité qu'ils ont à entretenir ce trafic en achetant et en consommant de la drogue. Alors, comparaison n'est pas raison, hein, bien sûr, mais enfin, vous voyez l'idée, les utilisateurs d'ovocytes et les utilisateurs de mères porteuses, eh bien, pourraient eux aussi mieux réaliser ce que leur choix implique pour les femmes ainsi sollicitées. Donc, femmes, législateurs, consommateurs de technologies reproductives, j'espère que ces quelques mots contribueront modestement au discernement de tous. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup, cher Aude, pour cette magnifique présentation qui est assez ciblée et bien riche de toutes ces informations. Et qu'on avait dit, en tout cas, le but de cette journée, c'est ce que j'ai dit aussi au début de la présentation ce matin, c'est un but vraiment à titre informatif afin que les gens puissent réfléchir et prendre conscience de tous les éléments afin aussi que chaque personne puisse décider de façon libre et éclairée. D'où le fondement du consentement, parce qu'il n'y a pas de consentement si ce n'est pas libre et éclairé. On prendra la partie des questions, mais si je peux juste ajouter une idée à votre conclusion, en complément, en fait, vous avez évoqué les questions des méthodes naturelles telles que la naprotechnologie et bien d'autres. Juste pour clarifier, l'idée du choix de la paiement qui existe, c'est que parce que la paiement elle est prise en charge presque à 100% de médicalement, alors que les autres méthodes, elles ne sont pas elles sont pas prises en charge, ce qui fait aussi un obstacle quand même à beaucoup de femmes pour y recourir. Donc ça, c'est juste une idée que je veux juste souligner. Alors, quelques questions. Déjà, il y en a une. Euh, voilà, je cite.
Ne faut-il pas classer le don d'ovocytes rémunéré dans le cadre de la traite d'êtres humains, car il s'agit plutôt de la traite de potentiels êtres humains? Oui, c'est vrai que le lien avec la traite des êtres humains, il est bien sûr à faire. Et là, si je comprends bien la question, on parle des enfants à venir, hein, des dons d'ovocytes. Oui, c'est vrai que l'enfant, ce n'est bien sûr jamais l'objectif, mais c'est une réalité qui est acceptée. L'enfant est un moyen ici de réaliser des désirs. Et parfois, l'aspect de la traite est vraiment particulièrement visible dans les cas extrêmes comme ceux que j'ai cités, donc des fermes à bébés voilà, dont on parle régulièrement. Mais de façon plus courante, eh bien, il convient de constater que euh, notamment quand on prend le cas de la gestation pour autrui, hein, l'enfant est l'objet du contrat et l'objet d'un contrat de disposition. Et la disposition, c'est-à-dire que la disposition, c'est l'acte, c'est la prérogative par excellence du propriétaire. C'est-à-dire que la mère porteuse va disposer de l'enfant et les commanditaires qui le reçoivent en disposent également. Ce n'est pas l'objectif, mais c'est la réalité que l'enfant est un objet, et un objet de transaction. Voilà, donc c'est vrai que les mots traite sont associés dans l'inconscient, dans l'imagerie collective, à l'esclavage et au travail forcé. Mais c'est vrai que la technologie développe aujourd'hui d'autres manières beaucoup plus aseptisées de se comporter en propriétaire des autres et de considérer les êtres humains comme des objets. Et en effet, le lien avec la traite, oui, peut tout à fait être fait. Merci bien. Il y a une autre question. Déjà, vous recevez beaucoup de messages de félicitations. Je pourrais les lire tous ensemble. Euh, alors, la question est la suivante. Comment se fait le prélèvement d'ovocytes? Par cystoscopie ou sous anesthésie? Alors, je ne suis pas médecin, mais juste ça, je le sais, le prélèvement lui-même, après la stimulation hormonale, pour libérer, enfin pour produire, pour favoriser la production d'ovocytes, la ponction se fait c'est une intervention chirurgicale qui, en général, suppose une anesthésie générale. Alors, j'ai lu que parfois aussi, ça peut être sous hypnose. Bon, mais je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt sous anesthésie générale. Mais peut-être qu'il y a des médecins ici qui pourraient compléter. Bon, de toute façon, quand on dit comment se pratique tel processus, à vrai dire, il y a tellement de possibilités et de variétés que c'est difficile, hein, de généraliser. En tout cas, en France, la ponction se fait sous anesthésie générale. J'ai vu aussi que ça peut passer juste sur un analgésique simple, mais ça dépend, c'est très rare. Et généralement, c'est sous anesthésie générale. C'est un processus qui dure une vingtaine de minutes quand même. Et voilà, il y a cette intervention. Ça reste une intervention chirurgicale, évidemment. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour l'instant, ou si jamais les intervenants qui sont présentes avec nous, si vous souhaitez également intervenir, n'hésitez pas. Voilà, il y a une réponse d'un médecin, un ami déjà. Les fonctions d'ovocytes se font sous sédation, moins lourde qu'une anesthésie générale, mais qui nécessite les mêmes précautions. Voilà. Merci, Jean-Vincent. Des questions ou des commentaires de la part des intervenantes qui sont présentes parmi nous ici, ou même des participants? Moi, je voudrais poser une petite question parce que là, vous avez évoqué quand même pas mal de conséquences qui résultent de la stimulation ovarienne et de la ponction. Est-ce que vous avez vu dans vos recherches la question aussi de l'embolie pulmonaire, de phlébite, du cancer, parfois des lésions graves qui foncent sur l'utérus, de la vessie, des organes qui sont autour? Donc, c'est une question qui a Oui, été posée aussi tout à l'heure autrement. oui, 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 ça fait partie des possibilités, mais ce sont pour le coup des risques qui statistiquement sont beaucoup plus rares, notamment au moment de la ponction d'ovocytes. Il est possible de perforer les organes à côté. En effet, les phlébites, toutes ces choses-là, dans les témoignages de femmes qui ont fait ces process, quelles qu'elles soient donneuses d'ovocytes, qu'elles aient fait la FIV pour elles, etc.,
il y a beaucoup de ces faits qui sont relatés, mais dans les études scientifiques documentées, dans les données statistiques, bon, je ne les ai pas particulièrement relevées. En même temps, vous voyez, moi, je voulais m'appuyer sur ces chiffres pour concrétiser hein, le risque et l'impact sur le corps des femmes, mais je suis pas, après ça, ce qui m'intéressait, c'était pas vraiment le détail, hein, c'était au regard, justement, parce que des principes éthiques et des normes juridiques qui devraient en découler, voilà, je n'avais pas besoin de cette précision et de ces détails-là. Donc, je préférerais laisser les médecins répondre là-dessus. En tout cas, dans les témoignages des femmes, notamment des vendeuses d'ovocytes et des mères porteuses, il y a une multitude de tout ce que vous évoquez. Est-ce qu'il y a une action concrète en ce moment pour un petit peu euh, résoudre, en fait, ou plutôt éclairer le côté juridique au niveau des législateurs ou des députés, des sénateurs sur ce sujet, notamment après la loi de 2021 qui a ouvert la porte à la PMA pour toutes et pour les femmes célibataires? Alors, dans le débat législatif français, puisque j'imagine que vous parlez de la France avec la loi 2021, c'est vrai que c'est quasiment inexistant. De temps en temps, on en parle, mais c'est comme si le fait d'avoir nommé la difficulté revenait à l'avoir résolue. Oui, bah voilà, il y a des risques pour les femmes, et on passe on passe à la suite. Et je ne crois pas, enfin pas à ma connaissance, il n'y a pas de démarche particulière, mais c'est vrai que d'avoir préparé cette intervention et réfléchi là-dessus avec vous ouvre des perspectives, hein, en effet, bah, pour tout le monde, j'espère vraiment, de systématiquement mettre ce dossier du corps des femmes sur le tapis, de telle manière que tous les enjeux soient pris en considération. Franchement, le législateur français, il est omnubilé par le désir d'enfant. Il y a un désir d'enfant, le désir d'enfant est légitime. Je ne l'ai pas dit parce que voilà, je ne voulais pas trop allonger, mais c'est vrai que le débat législatif est toujours complètement désincarné. On discute d'égalité, des droits, d'accès, enfin, on est toujours sur les concepts, mais c'est vrai que le côté incarné et charnel est pratiquement jamais évoqué. Donc, c'est déjà très difficile pour que dans la PMA soit intégré l'intérêt de l'enfant, les droits de l'enfant, les besoins fondamentaux de l'enfant. Ça commence un petit peu. D'ailleurs, le législateur français a permis la levée de l'anonymat du donneur si l'enfant le souhaite à sa majorité. C'est quelque chose vraiment de minime parce que c'est bien la preuve de reconnaître qu'il y a un problème avec le don de gamètes et c'est vraiment apporter un lot de consolation, alors qu'à mon sens, il faudrait remettre en cause le don de gamètes voilà, de façon générale, hein, que le don de gamètes porte atteinte aux droits de l'enfant, c'est tout, c'est comme ça. Et il n'y a aucun encadrement ne peut remédier à cela. Donc, le législateur français est omnubilé par le désir d'enfant, les revendications des personnes en désir d'enfant. On commence à prendre un petit peu en considération aussi, il faut dire que c'est parce que les enfants ont grandi, hein, les premières générations d'enfants issus des technologies reproductives sont aujourd'hui adultes. Donc, on a des enfants issus des dons qui commencent à s'exprimer. On a des enfants issus de GPA comme Olivia Morel, hein, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Où es-tu maman? Et qui raconte son histoire d'enfant né de GPA et de quelle manière elle s'est engagée justement pour préserver tous les enfants du monde de naître de la même manière qu'elle et de subir les conséquences. Mais par contre, la dimension corps des femmes, donc, la dimension enfant commence à être prise en considération et à émerge en tout cas dans le débat public. Mais c'est vrai que la dimension corps des femmes, elle, c'est l'angle mort, hein, c'est le parent pauvre. Et donc, c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir proposé de traiter ce sujet, qui, encore une fois, modestement, mais quand même, je l'espère, contribuera à cet effort. Si, si, mais on en parlera plus tard. Il y a quelques questions qui ont été aussi posées. Le nombre de dons de vos sites est-il limité en France? Alors, c'est pas le don d'ovocytes, c'est le don de gamètes tout court. Donc, c'est pareil pour les spermatozoïdes. La loi française prévoit que le don ne peut pas conduire de façon consciente, au moins, à la naissance de plus de 10 enfants. Donc, on ne peut pas donner naissance volontairement à plus de 10 enfants issus du même donneur. Et en fait, pendant des années, euh, déjà jusqu'à la loi 2021, il n'y avait pas de registre national des donneurs, hein. Donc, ça voulait dire qu'en théorie, un même donneur pouvait... Alors, je dis un même donneur parce que je vois mal une femme faire la même chose, étant donné justement toutes les contraintes qu'on vient de dire.
Mais enfin, il était possible qu'un donneur fasse la tournée des CECOS, donc des centres d'études et de conservation des œufs et du sperme qui sont en charge des prélèvements, des recueils de dons de sperme. Et en théorie, il était possible qu'un même donneur donne naissance à 120 enfants. Et on a martelé à longueur de débat parlementaire que la probabilité pour que des enfants issus de dons se rencontrent et se croisent était statistiquement nulle. Bon, déjà, cette crainte était très présente dans le psychisme des intéressés. Et d'ailleurs, voilà, donc déjà rien que pour ça, on aurait pu s'en soucier. Hein. Les personnes issues de dons, très souvent, disent que c'est quelque chose qui est très fréquent pour elles de se dire quand elles face à quelqu'un qui leur ressemble un peu ou qui se dire est-ce que si on est apparenté, et on a d'ailleurs la même interrogation chez des enfants qui sont nés sous X ou en tout cas qui connaissent pas leur origine biologique et justement qui se posent la question tout en se disant que c'est absurde, ce n'est pas possible, mais qui ne peuvent pas s'empêcher quand même de se le dire. Bon. En plus de ça, les jeunes issus des PMA avec donneurs se sont rassemblés dans des associations et là, ils ont fait exploser les risques statistiques parce que du coup, de fait, eh bien, en se réunissant dans les associations, les enfants issus des mêmes donneurs, bel et bien, se sont rencontrés et se connaissent. Et donc, quand ils arrivent dans ces associations, la question numéro un, c'est OK, ici, je peux tomber amoureux de qui? Parce qu'en fait, il y en a déjà quelques-uns qui sont mes frères et sœurs biologiques. Bon, ce C'est n'est le pas grand tout à fait risque notre aussi, sujet, mais je réponds à la effectivement. question. Encore une question avant que de donner la parole pour 1 minute à Laetitia Pouliken. La question est la suivante. En vue de protéger les femmes par rapport à toutes ces techniques, quels sont ou seraient les principes qui pourraient aider à mieux orienter le débat juridique sur la question? Si vous devez le résumer en principe, quels seraient ces principes pour aider à orienter le débat sur ces questions? Bah, le principe, c'est l'indisponibilité du corps humain. C'est-à-dire que, en tout cas pour le droit français, je ne sais pas dans quelle mesure, enfin, il y a l'équivalent qui existe partout, hein, mais après ça, les termes employés ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Il y a plusieurs principes qui gouvernent, qui régissent les actes sur le corps humain. Il y a l'inviolabilité du corps humain, qui signifie qu'on ne peut pas toucher le corps d'autrui sans le consentement de l'intéressé. Ça, c'est vraiment le principe cardinal. Donc il faut le consentement. Mais le consentement, s'il est nécessaire, il n'est pas suffisant. Et la loi protège encore la personne dans son corps en lui interdisant de consentir à n'importe quoi sur son corps. Et en fait, en la préservant de consentir à des actes qui lui seraient gravement préjudiciables. Et c'est ce qu'on appelle l'indisponibilité du corps humain. Donc l'indisponibilité du corps humain interdit l'atteinte à l'intégrité physique, même avec le consentement de l'intéressé, notamment quand il n'y a pas de raison thérapeutique ou quand il n'y a pas d'autorisation de la loi. Alors comme il faut quand même laisser une certaine marge de manœuvre et que l'indisponibilité ne concerne que les actes graves, il y a des actes courants comme les tatouages, les piercings, etc., qui sont autorisés, enfin qui n'ont pas besoin d'autorisation. Mais en revanche, pour les actes plus graves, il faut l'autorisation de la loi, c'est-à-dire soit la nécessité médicale, soit une autorisation spécifique, comme pour la chirurgie esthétique. Donc ça, c'est l'indisponibilité du corps humain. Eh bien, et puis vous avez encore le troisième principe, comme ça je vais faire le tour, c'est la non-patrimonialité du corps humain qui interdit de faire du corps humain, de ses éléments et produits, un bien patrimonial. Donc ça veut dire concrètement que même lorsqu'il est légitime de donner les éléments de son corps, donc lorsque la loi le permet ou lorsque le prélèvement est minime, en tout cas, c'est interdit de le vendre. Donc, vous voyez, l'inviolabilité interdit de prélever mon sang sans me demander. La liberté individuelle me permet de décider de donner de mon sang. L'indisponibilité ne s'y oppose pas. Par contre, l'indisponibilité m'interdirait de donner mon cœur, même si j'ai envie de donner mon cœur à mon enfant, parce que très franchement, quitte à choisir, je préfère que ce soit lui qui vive plutôt que moi. Eh ben non, je n'ai pas le droit de donner mon cœur et le médecin qui accepterait de le prélever irait direct en prison. Donc l'indisponibilité m'interdit de donner des choses qui seraient trop contraires à mon intérêt. Et quand l'indisponibilité ne me l'interdit pas de donner, par exemple de donner mon sang ou mes plaquettes ou je ne sais pas quoi, eh bien la non-patrimonialité m'interdit de les vendre. Voilà, et tout ça, ça a toujours un but protecteur de préserver la personne de se faire un trop grand mal, ou en tout cas, ou même quand le mal n'est pas trop grand, de toujours assurer la liberté de son consentement, notamment grâce à la gratuité. Voilà.
Et donc, à mon avis, vraiment, l'élément, les principes à solliciter, bah, c'est les trois, hein. D'abord, le consentement, d'assurer vraiment le consentement, donc d'exiger une information en bonne et due forme, et pas donnez le bonheur d'être parent, soyez sympa, vous avez été heureux, rendez d'autres heureux. Parce que ça, c'est vraiment de la désinformation institutionnelle. Ensuite, l'indisponibilité eh ben, qui interdirait aux personnes, comme elle le fait par ailleurs, hein, même pour la bonne cause, même pour rendre des gens heureux, qui interdit de se faire de supporter une trop grave atteinte à l'intégrité physique. Et puis la non-patrimonialité, la gratuité, eh ben, qui préserverait toutes les femmes pauvres et d'être exploitées par l'industrie, justement, en étant attirées à supporter toutes ces contraintes en raison de la rémunération. Voilà, donc ces trois principes me semblent, ils existent déjà, il y a juste à les solliciter. Et en fait, il faudrait tout simplement sortir de ce régime de dérogation systématique parce que le souci des législateurs de satisfaire le désir d'enfant a conduit en fait à faire fi des principes sous de nombreux aspects et à une prise de risque complètement inconsidérée. Et puis après ça, évidemment, tout cela est nourri, bien sûr, par le marché qui en résulte, hein, et l'industrie de la procréation qui profite de ça et du coup le favorise. Tout ça se nourrit mutuellement. Mais justement, c'est le rôle des législateurs, c'est la responsabilité des législateurs d'assurer le respect des droits et des intérêts de tous, et y compris qu'entre eux-mêmes. Si on interdit à une mère de donner son cœur à son enfant, on peut bien interdire à une femme de donner ses gamètes à quelqu'un. D'autant plus qu'elle n'est pas la seule concernée. Il y a les enfants à venir de ces dons, dont les droits sont aussi à protéger. Et là, c'est vraiment la responsabilité du législateur, parce que eux, ils n'ont même pas la possibilité de se défendre. Encore une femme, fut-elle en détresse, il faut quand même qu'elle donne son consentement. Certes, elle a besoin d'être protégée, mais alors que dire de l'enfant? Lui, il n'y a que le législateur qui peut le protéger.